impasse de trésorerie des entreprises qui donc doivent avoir au moins un salarié pour pouvoir être dans le volet 2 du fonds de solidarité, donc au minimum 1, au maximum 10, et une aide qui couvre l'impasse de trésorerie en allant de 2 000 à 5 000 euros. Cette aide donc a deux modalités de demande. Pour le volet 1, il faut le demander sur le compte particulier du site des impôts du dirigeant. Cette demande est donc faite sur le compte particulier, mais elle concerne bien l'entreprise, et donc notamment le RIB qui doit être mis doit être celui de l'entreprise. Pour le volet 2, pour les entreprises qui sont éligibles, cette demande doit être faite sur le site de la région Île-de-France, puisque c'est la région Île-de-France qui va instruire le volet 2. Donc voilà pour ce qui est du fonds de solidarité. Il y a eu 2-3 annonces récentes, mais pour lesquelles on n'a pas encore les textes, qui sont que le fonds de solidarité devrait être prorogé au titre du mois de mai, au moins pour les entreprises qui seront toujours fermées après le déconfinement, notamment pour les restaurants. Pardon, excusez-moi. Et donc, il y aura une augmentation également des plafonds, puisqu'on va monter à 20 salariés et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et que l'aide du volet 2 pourrait être portée jusqu'à 10 000 euros pour ces entreprises-là uniquement. Donc, entreprises liées au tourisme et au restaurant. Pardon. Pour ce qui est du dispositif de médiation, donc c'est oui. Peut-être, Xavier, si vous m'autorisez, je vais peut-être voir s'il y a déjà des premières questions liées au fonds de solidarité, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut lever la main et poser une question pour avoir plus de précision sur les modalités de solidarité à ce stade? Ou est-ce que vous savez déjà tout sur le fonds de solidarité? Alors, je vais passer une question sur le montant d'aide pour les entreprises créées après mars 2019. Donc, pour celles qui sont créées après mars, le chiffre d'affaires de référence est la moyenne des chiffres d'affaires mensuels entre la création de l'entreprise et février 2020. À ce stade, nous n'avons pas d'autres questions. On avait une il y a quelques temps, je me permets de vous la poser pour vérifier si c'est toujours d'actualité. On a une petite structure qui avait essayé de négocier ses factures énergétiques, notamment avec EDF, et qui lui avait demandé s'ils avaient été bénéficiaires du fonds de solidarité. A priori, il y avait un corollaire entre être bénéficiaire du fonds de solidarité et pouvoir du coup bénéficier de certaines annulations de factures ou reports de factures énergétiques. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est sur les factures. On peut peut-être en parler quand on parlera facture et loyer, si vous voulez. Donc, le TC peut-il demander la mise en place du fonds de solidarité au seul motif possible par le dirigeant sur la base du volontariat? C'est une très bonne question. Alors, dans l'absolu, c'est jamais le tribunal qui demande des aides, c'est forcément le mandataire ou l'administrateur. L'aide étant éligible au titre de l'entreprise, je ne vois pas ce qui empêcherait… pardon. Alors, l'aide, à l'origine, était interdite aux entreprises en difficulté. Maintenant, elle a été ouverte aux entreprises en difficulté, mais pas à celles qui sont en LJ. Donc, celles qui sont en sauvegarde ou en redressement, l'aide peut être demandée. Si l'administrateur ou le mandataire n'a pas accès au compte fiscal, c'est une aide qui peut être faite par vos papiers à la DFIP, mais pas pour les entreprises qui sont en LJ. Donc. Jacques Robin, vous avez demandé la parole en levant la main. Je vous ouvre votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Monsieur Robin, si vous voulez poser votre question. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour à tous. C'est moi qui ai posé la question pour les entreprises créées après mars 2019. D'accord. Je voulais une précision par rapport à la réponse qui a été donnée. C'est valable pour mars, votre réponse, parce que quand on va sur impôts.gouv, on atteste quand même que le chiffre d'affaires est inférieur de 50% à mars 2019. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premièrement, pour l'aide, donc à l'heure actuelle, elle est demandable effectivement qu'au titre du mois de mars, puisque vu qu'on fait la comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé au titre du mois et la période précédente, le mois d'avril n'étant pas encore fini, on ne peut pas encore faire la demande au titre d'avril. Au titre du mois de mars, oui, ça marche. C'est pour les entreprises qui ont été créées après le 1er mars 2019. En l'occurrence, une entreprise créée après, mais le temps de faire les travaux qui a commencé son activité en mai.
Donc, ça va être la moyenne en incluant la date depuis la création, donc avec un chiffre à 0 pour mars 2019 et avril 2019. Très bien, merci. Bon, pas d'autres questions, Xavier, je vous laisse poursuivre votre propos. Très bien. Donc, pour la médiation. Alors, la médiation, il y a un premier point à avoir en tête qui est qu'il y a plusieurs médiations. D'une part, vous avez la médiation du crédit. La médiation du crédit, enfin, parlons déjà de la médiation au sens large. La médiation, c'est une modalité alternative de résolution de conflits. Donc, c'est-à-dire que c'est un traitement non judiciaire des difficultés qui permet d'avoir un médiateur qui va essayer de contacter les parties pour trouver une solution amiable et qui permet de ne pas en passer par la case tribunal. Donc, ça a plusieurs intérêts. D'une part, ça peut être mis en place très rapidement, en quelques jours. D'autre part, c'est un dispositif qui est gratuit. Et c'est un dispositif qui est entièrement confidentiel, puisque les personnes qui travaillent dessus, donc pour la médiation du crédit, c'est la Banque de France. Pour la médiation des entreprises, c'est donc sous l'égide de Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, qui est rattaché au ministère de l'économie et des finances. Et il y a notamment des agents de la Directe qui sont médiateurs et qui sont soumis à la plus stricte confidentialité, comme pour l'ensemble des fonctions qui sont traitées côté État. Donc, il y a deux médiations principales qui existent dont il faut avoir connaissance. La première, qui est la médiation du crédit, qui va traiter des difficultés d'une entreprise avec une banque ou une assurance. Donc, si vous avez des sujets notamment liés à vos contrats en cours, c'est également la médiation du crédit qui est compétente. Par contre, si vous avez un sujet vis-à-vis d'un client, un fournisseur, un partenaire, une collectivité, une administration, etc., dans ce cas-là, c'est la médiation des entreprises qui peut intervenir. Je précise que cette médiation est inter-entreprise. On nous a déjà sollicité pour avoir des entreprises qui avaient des difficultés, par exemple en interne, entre un manager et ses salariés. Ça ne marche pas. C'est uniquement une entreprise avec une autre entreprise. Ce n'est pas une résolution de conflit interne. Donc, la demande, lorsqu'une médiation doit être faite, se fait sur le site médiateurdesentreprises.fr, pour lequel la saisine doit être remplie en ligne directement. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le dispositif de la médiation. Est-ce qu'à ce stade, Non. vous avez des questions ou vous les réservez pour la fin peut-être? Donc, Des questions à ce stade. troisième sujet dont on pouvait parler, qui est le sujet des factures et des loyers. Donc, une disposition a été annoncée par le président de la République qui permettait de repousser les charges de loyer et les factures de fluide. Donc, un accord a pu être trouvé avec les plus grands fournisseurs de fluide, notamment d'électricité, qui permet aux entreprises éligibles au fonds de solidarité de demander un report des échéances correspondantes. Effectivement, c'est bien une condition normalement d'avoir été éligible au fonds de solidarité. Pour l'aspect loyer, il y a deux éléments à avoir en tête. Premièrement, la possibilité de repousser des loyers est effectivement offerte aux entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité, pour lesquelles la disposition est qu'elles peuvent demander ce report et que dans le cas où il n'y aurait pas accord, le bailleur ne peut de toute façon pas viser la clause résolutoire, c'est-à-dire essayer de les mettre dehors avant au moins 2 mois après la fin de l'urgence sanitaire. L'autre disposition qu'il faut avoir en tête, c'est que le PLFR, donc le projet de loi de finances rectificative qui est paru en fin de semaine dernière, permet pour les propriétaires qui abandonneraient des loyers que ces loyers soient bien déductibles, soient bien comptabilisés en charge, mais que ces loyers restent également comptabilisés en charge pour les entreprises pour lesquelles ces loyers sont abandonnés, donc il n'y ait pas d'effet fiscal complémentaire pour les loyers qui seraient abandonnés. Voilà la disposition telle qu'elle a été proposée. Merci beaucoup, Xavier, pour ces précisions. On a Christophe Boulas qui a une question. Christophe, je t'ouvre ton micro. À toi, Christophe, on t'écoute. Oui, bonjour. Allô? Oui. On t'entend. Oui. Ah, pardon. Est-ce que ces crédits sont soumis à un taux d'intérêt ou des frais de mise en place? De quoi est-ce que vous parlez? Sur le fonds de solidarité. Ah, d'accord. Là, on parlait actuellement des sujets relatifs au loyer et au baux.
Sur le fonds de Oui, la solidarité, question est arrivée juste. oui, sur le fonds de solidarité, c'est pas un prêt, c'est une subvention, donc il n'y a pas de taux d'intérêt. D'accord, merci beaucoup. Merci Christophe. Monsieur Robin, vous pouvez réactiver votre micro si vous souhaitez poser votre question sur la fiscalité. Pardon. Vous m'entendez? On vous Oui. entend, monsieur Robin. Vous préférez que je la pose oralement que par écrit? Sur la loi de finances rectificative, je n'ai pas compris en quoi ça incitait les bailleurs à faire des remises. Je ne parle pas de décalage, mais de franchise de loyer, puisque de toute façon, en revenu foncier, on n'est imposable que sur ce qu'on encaisse. Donc, il n'y a aucun avantage fiscal dans la loi de finances rectificative que vous venez d'indiquer. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles on est encore en cours de discussion, mais à ce stade, ma compréhension, c'est que, d'une part, les baux, à partir du moment où vous avez un bail qui est signé, vous impose, en fait, il y a une différence, ça dépend des types de statuts, mais le principe, c'est que normalement, à partir du moment où vous avez un bail, vous êtes censé être imposé sur le montant qui est dans votre bail. Donc, le texte apporte deux précisions. Premièrement, vous ne comptabilisez pas en revenu le revenu afférent à ces loyers. Et deuxièmement, l'abandon est quand même déductible en charge. Donc vous avez une sorte de double déduction qui vous permet d'avoir un avantage fiscal lié à la double déduction du montant abandonné. Malheureusement, si vous m'entendez encore, pour la plupart des TPE qui ont des petits bailleurs privés, ça ne sera pas un argument qui leur fera avoir une franchise. Et c'est là où aujourd'hui on a le plus de problèmes dans les petites entreprises. C'est les loyers qui courent. Et comme ils ne veulent pas dégrader la relation avec le propriétaire, le bailleur, ils n'osent pas suspendre et demander une franchise. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples de restaurants, cafés qui ont des loyers de plusieurs milliers d'euros tous les mois. Et c'est un vrai problème, le loyer. C'est vraiment un vrai problème. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premièrement, le cas que vous mentionnez, du coup, on n'est plus sur un bail foncier, on est sur un bail commercial. Et donc, la déduction s'applique bien. Et deuxièmement, il faut également avoir en tête que j'entends que le montant de loyer étant exigé, c'est sans doute une difficulté. C'est justement pour ça qu'il y a des dispositifs de financement qui ont été mis en place. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que le bailleur est également un fournisseur et qu'il a également un équilibre économique qui a été trouvé et que s'il loue un bien, c'est bien parce qu'il en est propriétaire. Donc, ce n'est pas non plus extrêmement simple de considérer que c'est forcément au bailleur d'aller apporter le financement lié à un local qu'il a mis en location à une entreprise. Je suis bien d'accord avec vous et c'est pour ça qu'il faudrait une incitation fiscale plus forte pour que le bailleur fasse une remise partielle du loyer. Et c'est justement pour ça qu'il y a déjà une double déduction qui est celle que je mentionnais. C'est faux ce que vous dites. De toute façon, aujourd'hui, la règle des revenus fonciers, c'est les loyers encaissés. Donc, si on lui paie pas… Attendez, monsieur, vous me parlez des restaurants, vous êtes sur le sujet des baux commerciaux et pas des revenus fonciers. On est en BIC. On va laisser parler l'avocat de Fidal, mais pour le propriétaire, c'est des revenus fonciers. Mais non, c'est à partir du moment où vous louez un bail commercial, vous êtes en bail foncier. C'est en bail commercial, pardon. C'est du BIC. Ça reste effectivement déductible. Ça reste des revenus fonciers, effectivement. Même si c'est un bail commercial. Mais bien sûr que si. Bah si, c'est des revenus qui doivent être déclarés comme étant des revenus fonciers. Ben, vous prenez par exemple le cas des baux de tourisme, c'est des baux commerciaux qui sont déclarés en BIC et pas en foncier. C'est justement toute la différence entre les locaux nus et les baux commerciaux. Si vous êtes sur un bail civil, vous n'allez pas être en commercial. Si vous êtes sur un bail commercial, vous êtes justement en BIC. Et la disposition législative permet en plus de le faire dans les deux cas, avec une déduction dans les deux cas. Non, mais sur la déduction, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y aura quand même un effet qui permettra d'avoir un avantage fiscal. Hein. Et pour les entreprises pour lesquelles les loyers seraient abandonnés, ainsi que je vous l'indiquais, même si le montant est abandonné, ça reste une charge déductible pour l'entreprise. Donc il y a aussi un avantage fiscal qui reste pour l'entreprise qui en bénéficie. Frédéric Lécuyer, tu veux apporter peut-être une précision ou un commentaire? Je vois que tu as utilisé le fil de questions. Je t'ouvre ton micro, Frédéric. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, Frédéric. Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour à tous. Moi, je relevais simplement le fait qu'un bailleur, un petit bailleur, puisque d'ailleurs c'est mon cas, a le choix entre
l'imposition sur le revenu ou l'imposition ou l'IS. Tout dépend du choix qu'il a fait au départ au travers de sa SCI, si bien sûr il y a SCI. Donc, vous l'avez souligné, il y a une forte complexité fiscale au niveau des baux. Personnellement, j'ai fait le choix de l'imposition sur le revenu. Et je pense que si me venait l'idée de faire bénéficier mon locataire d'une franchise de loyer, si je lui faisais cadeau d'un mois, admettons, je ne suis pas du tout certain de pouvoir récupérer ce manque à gagner fiscalement, tout du moins dans cette année. Je vais être obligé d'attendre l'année prochaine pour pouvoir déduire ça de mes impôts personnels. On est d'accord ou pas? Dans la mesure où les loyers non perçus seront déduits des revenus de cette année, c'est forcé. Alors, si vous êtes sur une situation à l'IS, ça sera dans le cadre du solde de l'IS en avril 2020. Si vous êtes sur une situation à l'IR, ça se regarde, mais a priori, vous pouvez peut-être demander une baisse du prélèvement à la source au titre de cette année, puisque vous avez un montant à déduire sur votre compte particulier. Ouais. C'est ça. Enfin, Effectivement, la question varie vachement en fonction de savoir si on est avec une SCI soumise à l'IS ou à l'IR. Effectivement, les règles fiscales ne sont plus du tout les mêmes du coup. Ouais. On est Mais bien vous voyez, d'accord. le point qui est important à prendre en compte, encore une fois, c'est que des mesures sont. Alors, d'une part, il y a une négociation, une médiation nationale qui a été lancée sur le sujet des loyers commerciaux, mais ne perdez pas de vue que l'équilibre économique qui a été formé, si vous prenez par exemple, il y a eu le patron d'Etam qui a mentionné ceci dans un article dans Les Échos, le montant du loyer pour une boutique Etam dans un centre commercial est de l'ordre de 40% de son chiffre d'affaires. Autrement dit, tout le monde se pense à chaque fois à une situation extrêmement particulière en regardant sa situation propre. Mais la situation des entreprises est relativement homogène au final entre ces charges de loyer et leur situation à eux. Et si vous regardez du côté des bailleurs, dans les bailleurs, vous avez soit des individuels qui en général se sont endettés pour pouvoir acheter ces éléments, soit des personnes qui avant étaient commerçants et qui ont gardé leur mur comme élément de retraite, soit ce sont des foncières, et les foncières sont en fait des particuliers qui ont investi eux-mêmes dans des fonds de pension, des fonds de retraite, des SCPI, etc. Et donc, il n'y a aucune de ces personnes n'a mandat pour abandonner des revenus ou abandonner des loyers. Donc, si vous voulez, il faut bien prendre en compte que la solution qui a été apportée là-dessus, d'une part, permet le décalage pour les plus petites entreprises qui sont en difficulté, donc liées au fonds de solidarité, et pour les autres, c'est les solutions de financement qui ont été proposées à ce stade dans le cadre du PGE. On m'a dit que le PGE était traité par ailleurs, et donc ce n'était pas forcément le sujet du jour. Mais on peut y revenir si vous le souhaitez. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Merci. Merci. Est-ce que ça ne nous ferait pas une transition, Antoine, peut-être pour Oui, parce qu'effectivement, votre exposé sur les baux et loyers, puis on reviendra peut-être après sur d'autres questions plus liées à la médiation. Sur d'autres considérations, effectivement, on a bien compris que l'un des enjeux majeurs quand même en ce moment dans cette crise sanitaire, c'est la difficulté de payer ses loyers. Donc, l'objet de mon intervention, c'est de voir en fait de quelle façon le preneur, pour obtenir une annulation, une suspension, c'est pas la même chose, du paiement de ses charges locatives. Alors, je vais employer le mot charges locatives, qui regroupe également les loyers, mais également les autres types de charges afférents aux baux commerciaux, ou obtenir un report ou un échelonnement du paiement de ces charges-là. Alors, je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel, parce que c'est des sujets qui sont assez complexes. On pourrait y passer des heures. Bon, il y aura des questions, donc on pourra éventuellement aborder certains sujets plus profondément. Je pense qu'il y a trois choses à voir. Il y a d'abord le droit commun, ce que prévoit le droit commun. Ensuite, voir les ordonnances, et M. Rarer a déjà abordé un peu le sujet. Et puis ensuite, peut-être le cas spécifique, si ça vous intéresse. Alors, je dirais quelques mots des centres commerciaux. Alors, sur le droit commun, je vais aller assez rapidement puisque au final, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'incertitudes, c'est très aléatoire et au final, je pense que les dispositions qui pourraient être mises en œuvre le seront de façon assez difficile puisque on aura à terme besoin de recourir par la voie judiciaire. Alors, les trois cas que j'ai déterminés en termes de droit commun, c'est la force majeure, donc on en a tous entendu parler. La force majeure, ça nous permet de suspendre temporairement
temporairement le paiement d'une obligation dès lors qu'il y a un événement qui nous empêche de procéder au paiement du loyer. Alors, il faut savoir que la jurisprudence est très restrictive par rapport à ces cas de force majeure. Il y a déjà de la jurisprudence sur des éléments un peu identiques, sur HN1 ou sur le STRAS, où la Cour de cassation a refusé d'y voir des cas de force majeure. Et également, sans revenir sur les 3 critères de la force majeure, on a une jurisprudence qui est assez constante qui nous dit que l'obligation de paiement d'une somme d'argent ne peut être exonérée par un cas de force majeure. Donc, à la vue de cette jurisprudence, j'émets moi personnellement des gros doutes à ce qu'on puisse invoquer cette force majeure pour pouvoir ne pas payer ses loyers, ou en tout cas suspendre le paiement de ses loyers. Faut quand même attirer l'attention sur le fait que certains baux peuvent prévoir dans leur disposition qu'une pandémie est un cas de force majeure. Bien évidemment, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter de sauter et de l'invoquer auprès de son bailleur. Le deuxième moyen, toujours dans le droit commun, c'est l'imprévision. Donc c'est une théorie qui a été consacrée par le législateur en 2016, au moment de la refonte du Code civil. Donc, ça nous permet, en cas de changement de circonstances exceptionnelles, entraînant finalement une obligation manifestement onéreuse pour l'une des parties, de solliciter la révision de son contrat. Alors ça, c'est des dispositions, cette disposition, elle ne s'applique que sur les contrats qui étaient conclus après le 1er octobre 2016, même si la jurisprudence avait reconnu avant, avait déjà plus ou moins consacré cette théorie, mais ces dispositions s'appliquent au contrat de 2016, au 1er octobre 2016, et bien souvent, il est prévu de faire une dérogation à cette disposition. Donc ça, il faut regarder encore une fois ce qui est indiqué au terme du bail qui a été conclu. Quoi qu'il en soit, donc ça va obliger donc les parties à négocier, c'est-à-dire que le preneur va pouvoir se rapprocher de son bailleur en lui indiquant qu'effectivement, il y a des circonstances qui le conduisent à négocier. Ça ne l'empêche pas de régler, et il a l'obligation de poursuivre le règlement de ces obligations le temps de cette négociation. Et une fois que cette négociation est faite, soit elle aboutit, tant mieux. Si elle n'aboutit pas, à ce moment-là, on peut recourir au juge pour essayer d'obtenir cette révision du contrat. On a l'obligation de justifier de cette négociation directement avec le bailleur. Là encore, le problème, si jamais on n'arrive pas à un accord, c'est que le juge va mettre quand même un certain temps avant de fixer les nouvelles conditions du bail, de façon temporaire, espérons-le, et par conséquent, je ne suis pas sûr que c'est un intérêt dingue. Ensuite, il y avait également la question de la révision triennale. Je vais aller assez rapidement sur cette question-là, puisqu'elle concerne quand même que peu de cas. Vous le savez, on peut solliciter tous les 3 ans la révision de son loyer, si jamais les facteurs de locaux de commercialité ont été modifiés de plus de 10%. Donc là, pareil, ça nécessite une procédure judiciaire qui est un petit peu lourde, et je ne suis pas sûr que, vu l'urgence actuelle et les difficultés auxquelles les entreprises ont à faire face, ça soit forcément la meilleure solution, mais pourquoi pas à creuser. Ce qui nous intéresse plus, c'est finalement effectivement les ordonnances qui ont été rendues, qui ont été promulguées par le gouvernement. Donc il y a une ordonnance dont M. Araer a évoqué. Il y a une autre ordonnance qu'il faudrait également évoquer, c'est celle qui proroge les obligations échues pendant la période de sécurité juridique. Donc cette ordonnance permet de bloquer les effets des sanctions contractuelles, donc qui sont bien déterminées, à savoir les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance, pendant une période qu'on va dire juridiquement protégée. Cette période, elle a commencé le 12 mars et jusqu'à présent, mais je pense que ça peut encore évoluer, elle s'arrêtera au 24 juin. Ça veut dire que toute obligation, si par exemple vous avez reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire pendant cette période-là, l'effet de ce commandement va être stoppé jusqu'au 24 juin. Et à partir du 24 juin, cette ordonnance prévoyait que le preneur, ou la partie qui était, parce que ça s'applique à tout type de contrat, la partie qui était soumise à cette obligation de paiement avait 1 mois pour pouvoir satisfaire aux causes du commandement visant la clause résolutoire ou de toute autre cause qui était donc rendue obligatoire. Il y a une ordonnance qui est venue un peu modifier ce délai d'1 mois, qui avait été fixé de façon forfaitaire, et maintenant on va déterminer par rapport au 12 mars, en fonction de
la date à laquelle l'obligation devait clairement être exécutée. En gros, si par exemple vous avez eu un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 mars, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que donc on devait payer le 10 avril et on va calculer le délai entre le 12 mars et le 10 avril pour savoir quel est le temps dont on doit payer à l'issue du délai donc, du 24 juin pour satisfaire à la clause résolutoire. Si vous avez des questions, je vous expliquerai un petit peu mieux parce qu'effectivement, ce n'est pas simple. Donc ce dispositif, le problème de ce dispositif-là, c'est qu'il ne s'applique uniquement sur ces sanctions contractuelles. Il ne va pas s'appliquer sur les intérêts de retard. Il ne va pas non plus s'appliquer sur tout ce qui est cautionnement, garantie, etc. L'autre disposition qu'on a, c'est effectivement celle qui a été évoquée par Xavier, qui concerne donc les loyers plus spécifiquement et donc les factures d'eau, charges, électricité. Alors cette ordonnance, elle est plus précise, elle va concerner, comme il a été indiqué, uniquement les sociétés qui bénéficient du fonds de solidarité. Donc je ne vais pas redétailler toutes les conditions pour bénéficier de ce fonds de solidarité et elles vont permettre donc de ne payer ces charges locatives, ce n'est pas une annulation, à partir seulement du 24 juillet 2020. Voilà, alors ce qui est intéressant aussi avec cette disposition-là, c'est que là, ça va également traiter des cautionnements, des garanties et des intérêts de retard, etc. Tout ça va être gelé par cette ordonnance. Donc voilà en ce qui concerne les ordonnances qui ont été promulguées par l'État. Maintenant, un dernier mot peut-être sur les centres commerciaux. Vous savez que certains centres commerciaux, certains bailleurs ont fermé les portes de leurs centres commerciaux alors qu'ils n'y étaient pas obligés. Ils ont imposé à certains commerçants la fermeture de ces centres commerciaux, alors même que ces commerçants auraient pu exercer une activité. Par exemple, une boulangerie, une boucherie aurait pu exercer son activité. Et là, il pourrait envisager d'invoquer une exception d'inexécution puisque le bailleur aurait failli à son obligation, qui est une obligation de délivrance et de permettre aux preneurs d'exercer correctement, en tout cas de faire son commerce. Là encore, il y a des débats, ce n'est pas déterminé, donc ça reste particulièrement difficile. Il y a eu également un certain nombre de recommandations qui ont été faites par le Conseil national des centres commerciaux qui ont, alors je pourrais en dire quelques mots, mais qui ont suscité plus de controverses qu'autre chose, et ça reste que des préconisations, donc il n'y a aucune obligation à ce sujet-là. Donc en conclusion, quand on regarde tous ces dispositifs-là, on voit bien qu'il n'y a aucun dispositif, comme on aurait pu imaginer au début, en tout cas suivant les annonces qui avaient été faites tout au début de la crise, il n'y a aucun système d'annulation de charges en suspension. Ça va être uniquement des systèmes de report de charges, et ce qu'il faut privilégier avant tout, c'est la négociation avec son bailleur au cas par cas. Si cette négociation n'aboutit pas, évidemment, à ce moment-là, on a ces systèmes de médiation qui nous ont été décrits par Xavier, qui vont permettre éventuellement de trouver des solutions. Et puis, à défaut, à ce moment-là, il y a tout l'arsenal que nous propose le Code de commerce, notamment l'article 6, avec des mandats ad hoc, des mandats de conciliation et éventuellement des ouvertures de procédures collectives. J'ajouterai effectivement, mais ça, vous l'avez bien compris, que les bailleurs, évidemment, eux-mêmes ont des obligations financières. Généralement, ils ont quand même investi massivement pour faire des locaux et qu'il faut aussi regarder le fait que si on ne règle pas l'intégralité, en tout cas une quote-part des loyers, ça pourrait les mettre en grave difficulté. Donc, je pense que la négociation doit être faite sous cette aune-là. Voilà en gros les différents moyens qui sont offerts aux preneurs. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Antoine. Effectivement, est-ce que vous avez des questions, des cas particuliers, des retours d'expérience à partager avec nous sur ce sujet-là? C'est le moment. Ça devait être limpide, Antoine. Pour le moment, on n'a pas. Ou alors c'est. Non, mais c'est vrai que ça reste quand même assez flou. Bon, hormis les ordonnances qui sont claires, bon, on sait qu'elles sont applicables. Voilà, sur les autres théories, la force majeure, l'imprévision, on est vraiment quand même dans un flou puisqu'il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de décisions qui ont été rendues, et donc c'est assez difficile en fait de donner une réponse, sachant plus que la situation est très évolutive. Voilà. Merci Antoine.
toute façon, si des questions arrivent entre-temps, vous avez encore la possibilité de les poser au fil de l'eau. Peut-être on peut revenir sur les éléments partagés tout à l'heure par Xavier, notamment sur la médiation des entreprises. Je me permets d'y revenir parce qu'on est parfois, nous, sollicités par nos entreprises adhérentes qui ont besoin de savoir d'un point de vue pratique comment la déclencher, à quel moment on déclenche une médiation d'entreprise. Est-ce que c'est au bout de 3, 4, 5 échanges de mails infructueux dans le dialogue? Quelles sont vos recommandations en la matière pour ne pas non plus engorger ce dispositif qui, j'imagine, en ce moment est peut-être plus sollicité qu'en temps normal? Alors, il y a quelques grands principes qu'il est important d'avoir en tête. Le premier, c'est que donc, la médiation a pour but de permettre une reprise du dialogue entre les parties. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous a simplement répondu non à l'origine qu'il faut demander une médiation. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus attendre que la situation soit complètement désespérée pour demander une médiation. On a des entreprises qui nous contactent. On a une encore il y a quelques semaines. Mon bailleur et moi, on n'était pas d'accord. La banque a bloqué mes comptes. J'ai un huissier qui vient d'arriver. Est-ce que vous pouvez l'empêcher de me virer? Ben non. Et une fois qu'on a eu des procédures judiciaires qui ont été engagées, qu'on a un jugement qui est exécutoire, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se préoccuper de savoir si on peut reprendre le dialogue avec un créancier ou avec son bailleur. C'est quand on en est encore justement dans une phase amiable et avant qu'on puisse basculer dans le processus judiciaire qu'il faut se poser la question de l'opportunité de la chose. Donc il y a des médiations qui existent d'ailleurs dans le cadre judiciaire. Parfois même les juges maintenant peuvent demander à la médiation des entreprises de faire une médiation. Mais c'est plutôt quand vous avez une discussion qui devient compliquée pour laquelle il faudrait mettre de l'huile, essayer de remettre du liant et essayer de permettre de faire converger les positions qu'il faut contacter la médiation. Par ailleurs, il faut aussi être conscient, même si pour les entreprises, parfois ce sont des choses qui sont importantes pour elles, qu'il faut avoir une vision proportionnée des moyens qui sont mis en œuvre. Puisque quand vous allez mettre en place cette médiation, vous avez un médiateur qui va être mobilisé, il y a toutes les ressources qui sont mises en place, et donc c'est fait pour ça, ça doit être utilisé. Mais on a des gens qui nous demandent de faire des médiations pour quelques centaines d'euros au total. C'est compliqué, quoi. Ça va coûter plus cher de mettre en place la médiation en argent public que le montant qui est à recouvrer. Donc, il faut aussi essayer de proportionner la demande en fonction du sujet qui est posé. Et par contre, il n'y a pas vraiment de limite supérieure, puisqu'au sein de la médiation des entreprises, il y a aussi des médiateurs bénévoles qui sont d'anciens chefs d'entreprise, voire anciens chefs de grandes entreprises ou cadres dirigeants de grands groupes, qui ont l'expérience à la fois des tout petits dossiers, mais aussi des très gros dossiers. Donc, il n'y a pas vraiment à se limiter dans la mesure de ce qui peut être fait, mais voilà, il faut le faire quand il y a un enjeu qui est suffisamment caractérisé, significatif, pour qu'il y ait un intérêt à le mettre en place. Si je peux rajouter quelque chose quand même, dans le cadre des négociations, justement des médiations, donc médiation ou avant médiation où on va avoir une discussion avec son bailleur, il faut quand même être clair sur le fait que si jamais on va sur la voie judiciaire, si le bailleur va sur la voie judiciaire pour essayer de récupérer le paiement de ses loyers, il est quand même fort à parier que le juge qui sera appelé à statuer, donc c'est le juge qui est du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux, accordera sans doute quand même des délais de paiement, notamment si les créances de loyer sont issues de la période du Covid. Donc, on peut avoir jusqu'à 24 mois de délai de paiement et qu'évidemment, c'est peut-être bien de pouvoir de le soumettre, en faire part à son bailleur pour qu'il trouve une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Merci beaucoup, Antoine. Et en sachant que quand même, il y a un point qui est important, qui est que vraiment, les dispositifs de financement qui ont été mis en place sont assez puissants. Le fait de pouvoir emprunter jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires aidé par l'État, c'est garanti par l'État, c'est important. Il y a d'autres dispositifs, comme vous le savez, qui sont aussi en cours de discussion pour savoir ce qui devrait être fait, notamment sur la filière du tourisme, pour les restaurateurs, etc., qui vont pouvoir être annoncés dans les semaines à venir. Mais il est important néanmoins que chacun prenne conscience que la crise est d'une importance telle qu'au final, personne n'en sortira complètement indemne. Il va y avoir des difficultés qui vont se matérialiser pour tout le monde. Là, on a eu le cas typiquement d'un restaurant à Paris assez important qui
a en fait déjà été touché par les sujets autour des grèves, des gilets jaunes, etc., qui avait considéré que ça ne servait à rien d'adapter son modèle courant 2019 et qui arrive maintenant 1 an et demi après en nous disant bon, bah, ça y est, je ne peux plus payer les loyers. Ben oui, mais s'il avait pris les mesures adéquates avant, son activité était complètement adaptable qui lui aurait permis de passer cette période-là. Donc, il est important que dans cette période, les entreprises aient aussi une réflexion sur leur modèle économique, sur leur manière de fonctionner, sur leur structure de charge, pour qu'avec une reprise qui ne sera peut-être pas complètement à la hauteur de ce qu'on avait auparavant, elles puissent avoir une structure de coût qui soit adaptée. Parce que là, effectivement, je suis d'accord avec Antoine, c'est que si un bailleur va au tribunal tout de suite pour demander le paiement de ses loyers, on ne va peut-être pas lui dire oui. Mais s'il va au tribunal au mois d'octobre en disant ça fait 6 mois que je ne suis pas payé, il y a quand même des chances qu'il gagne. Parce qu'au final, c'est quand même une créance qui est due. Comme je vous le disais, c'est un local est mis à disposition, il n'y a pas de raison que le propriétaire soit pas payé. Donc, il est vraiment important que chacun ait aussi une réflexion sur son modèle économique, sur sa structure de charge, sur sa capacité à financer et utilise intelligemment les différents dispositifs mis en place. Il y a l'activité partielle qui permet de prendre en charge les salariés. Il y a les reports de charges qui permettent de repousser aussi pour ne pas avoir d'éléments à payer. Vous savez qu'il y a eu des annonces relatives aux annulations de charges pour les périodes de mai à juin pour les TPE. Y compris pour les plus grandes entreprises, il pourrait y avoir des annulations. Il y a le PGE qui permet d'apporter de la trésorerie. Voilà, on essaie d'apporter sur différents plans des aides, mais il convient aussi que les entreprises fassent leur partie en ayant leur réflexion sur leur mode de fonctionnement. Et puis toujours dans la négociation avec le bailleur, il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte à l'issue de cette période-là, et que ça ne sera peut-être pas évident pour un bailleur de retrouver un locataire. Donc, il n'a peut-être pas forcément non plus intérêt à sortir l'artillerie lourde, sauf à se retrouver carrément sans locataire pour l'avenir. Donc, ça peut être aussi un argument pour essayer de trouver des accords avec eux. Ça va dépendre où c'est, en fait. Si vous êtes dans une race campagne où il n'y a rien autour, effectivement, le bailleur peut avoir des difficultés. Quand on est dans des centres plus urbains, plus commerciaux, le bailleur devra forcément faire un arbitrage entre la possibilité de recouvrer des loyers s'il attaque, on va dire, le premier avant les autres fournisseurs, parce qu'une fois que la cessation de paiement sera déclarée, ce sera plus compliqué, ou s'il préfère accompagner justement pour prendre ce risque-là. Donc, vous voyez que chaque acteur économique va avoir son équation qui va se poser à lui et va essayer de voir quelle démarche adopter. Il est important que vous soyez en capacité de lui proposer quelque chose de structuré. Si vous dites à votre bailleur, écoute, en ce moment, je suis fermé, je ne peux pas te payer, mais je te propose de t'en payer une partie dans 4 mois, dans 6 mois, et voilà comment est-ce qu'on pourrait s'arranger, etc. Vous avez fait une démarche volontaire vers lui, vous faites des propositions qui sont construites, qui peuvent permettre aussi de trouver plus facilement un accord que si vous lui dites simplement, je ne peux pas payer, je ne te paye pas. Oui, mais alors pour rebondir, justement, effectivement, c'est aussi un autre argument, hein, c'est de dire que si jamais on attaque le preneur pour payer, il y a le risque de se mettre en état de cessation des paiements, ce qui va bloquer tout effet de clause résolutoire, permettre au preneur de rester dans les locaux et d'avoir un plan sur une dizaine d'années, sur 10 ans maximum. Donc c'est aussi quand même un argument qui peut permettre aux preneurs d'essayer de négocier des délais. Je pense que c'est d'ailleurs vous, dans le cadre de la médiation, un argument qui est avancer auprès du bailleur pour essayer de trouver une solution. Ça fait partie des éléments, c'est qu'on essaye de comparer la situation actuelle ou une situation où on va trouver un accord, même s'il n'est pas parfait, à ce qui l'adviendrait dans le cadre d'un traitement judiciaire. À l'inverse, les bailleurs ne sont pas complètement ignorants non plus du fait que, surtout sur des petites entreprises, le coût d'un redressement judiciaire ou d'une procédure de sauvegarde va aussi engendrer d'autres difficultés qui poseront clairement la question de la survie de l'entreprise, notamment avec des chiffres d'affaires dégradés. Vous voyez que tous les acteurs ont des équations compliquées. Soyez actifs, soyez en force de proposition, ayez une réflexion sur votre modèle économique, utilisez autant que nécessaire, en tant que de besoin, tous les dispositifs qui sont mis à votre disposition. On est là pour vous accompagner, pour vous aider, mais on ne peut pas le faire à votre place. Il y a une partie qui doit être faite par les entreprises elles-mêmes. Merci Xavier pour ces recommandations. Peut-être une autre question. Vous avez indiqué qu'il y avait des petits, des moyens, des gros dossiers, mais que finalement la médiation était ouverte pour tout type de dossier. Oui. Est-ce qu'il y a une approche sectorielle dans la médiation? Est-ce que vous avez des spécialistes d'une filière, BTP par exemple, une filière dédiée à d'autres natures d'activités, ou est-ce que tout le monde peut faire de la médiation, quel que soit le business concerné? Il y a un peu de tout. On évite d'avoir des gens trop spécialisés parce que
c'est pas au médiateur de trouver la solution. Le médiateur, c'est pas l'arbitre. C'est pas quelqu'un qui va dire voilà une solution que je vous propose et signer en bas. Non. Le rôle du médiateur, c'est de permettre une reprise de contact et de favoriser l'émergence d'une solution par les parties elles-mêmes. C'est en fonction d'arriver à poser l'ensemble des contraintes de chacun, on essaye de faire émerger une solution par les parties et qui du coup soit possible pour elles-mêmes. Voilà. Donc le médiateur, lui, il ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il a le droit d'avoir un avis personnel, mais il ne le dira pas. S'il le fait, il n'est pas dans son rôle. Il peut y avoir des dossiers qui ont des caractéristiques plus techniques que certains autres dossiers. C'est pour ça que je me pose la question naturellement de savoir s'il y avait des médiateurs. Il y a des médiateurs qui préfèrent certains types de sujets. Voilà, d'accord. Mais ce sont des préférences. Normalement, on évite. Okay. Voilà. Mais quand on a des gens qui ont fait 40 ans de carrière dans l'aéronautique et qui sont arrivés à des postes de direction chez les grandes entreprises du secteur, effectivement, ils connaissent relativement le secteur. Et pareil sur le BTP ou sur le reste. D'accord. Merci beaucoup, Xavier. Est-ce que du côté de nos participants, ça répond aux questions qu'ils pouvaient se poser en s'inscrivant à ce webinaire? Est-ce que vous avez des compléments d'informations à demander? Nous avons encore quelques minutes devant nous. Ou est-ce que, du coup, vous avez obtenu toutes vos informations? Président, vous avez peut-être un commentaire que vous souhaiteriez faire également pour compléter les propos? C'est gentil, merci de me donner la parole. Vous pouvez la prendre quand vous voulez. Hein. Oui, non, moi j'écoute beaucoup. Un président, c'est doit écouter. C'est un malvenu de dire que vous êtes le patron des patrons. C'est très mauvaise position qui n'est absolument pas la vraie position. Je suis surtout le serviteur de tous les patrons et je passe mon temps à les servir et à les aider. C'est important de voir, et je crois qu'au niveau, je crois que peu en prennent conscience, mais l'interaction est telle que de ne pas payer quelque chose enchaîne une catastrophe en amont et de ne pas payer non plus ses clients. Voilà, il y a une situation où on ne peut pas se réfugier d'une façon assez classique en disant j'ai pas d'argent, je ne paye pas. Il faut raisonner autrement. On a fait tout un travail au niveau du MEDEF pour que les fournisseurs soient correctement payés par tous ceux qui avaient la capacité de le payer. Un certain nombre de structures sont passées de paiement à temps à un paiement instantané pour libérer de l'énergie sur leurs fournisseurs. D'autres n'ont pas voulu jouer là et on est intervenu de façon assez forte. Je pense que c'était aussi dans notre mission de MEDEF de ne pas laisser des comportements par trop fallacieux ou trop incohérents. C'était pas forcément mais les gens se réfugiaient dans leur peur et étaient de fait amenés à réfléchir. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les petites PME qui ont fait du commerce, qui avaient des zones de transport qui se déplaçaient à l'intérieur de la partie gilets jaunes, c'est-à-dire d'endroits qui étaient bloqués par les gilets jaunes, ils sont très mal aujourd'hui parce que c'est la troisième secousse, quoi. Il y a eu les grèves, il y a eu les gilets jaunes qui leur ont coûté très cher, mais bon, ils ont essayé, ils ne connaissaient pas non plus. On a quand même des situations relativement nouvelles de blocage économique qu'on n'avait pas auparavant. Celle-ci est désastreuse. Elle est très grave et je pense que tout le monde au niveau du territoire n'en a pas pris vraiment conscience. Elle est extrêmement douloureuse et elle aura des conséquences, vous l'avez dit, Monsieur Raher, et c'est vraiment très important de ne pas l'oublier. On ne rentrera pas dans quelque chose qui sera totalement à l'identique de notre situation précédente, peut-être à part quelques fabricants de produits de luxe, et tous les autres auront des conséquences. Et je pense, peut-être même eux, mais ce n'est même pas certain. Il y a sans doute des reprises qui seront très fortement. On voyait avec le Roi Merlin à Lille, a réouvert un magasin pour essayer de servir avec un minimum de personnes. Il n'y a aucun conseiller dans le magasin. Et c'est la première fois de leur vie que le Roi Merlin à Lille, que je connais, donc ce n'est pas une histoire, je les ai appelés, ils ont fait 350 000 € dans la journée parce qu'il y avait un tel besoin. Et c'est que des gens qui venaient chercher des choses qu'ils connaissaient. Il n'y avait aucun conseil, ce n'est pas du tourisme. On a cet effet qui peut arriver, qui va peut-être aussi fausser la reprise sur un certain nombre de plans économiques. On aura l'impression que ça repart, et ça sera une espèce de manque qui va être remplacé d'un coup et qui ne sera pas légitime par rapport à ce qui n'a pas été fait. Voilà, je voulais dire ça. Il faut que nos entreprises soient très attentives. Et je vous remercie de votre intervention. Et il faudra sans doute en faire d'autres pour que tout le monde comprenne qu'on a
ne pas se réfugier dans la loi pour ne pas payer, ne pas se réfugier dans la loi pour ne pas agir correctement. Ce n'est pas une solution, il n'y aura pas de solution de ce côté-là, et aucun juge n'accompagnera le déficit de quelqu'un pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Je veux dire, on rentre dans une espèce de quadrature du cercle qui devient folle. Donc il faut prendre conscience de ça, et prendre conscience que ça ne sera pas facile, et vous avez raison, il faut… Et les chefs d'entreprise le font normalement, et c'est leur mission, c'est de recadrer leur structure par rapport à ce qui s'offre à eux et de se réorganiser et de diminuer la voile si nécessaire. Il faudra la diminuer. Les marchés seront plus ce qu'ils étaient pendant un long moment, au moins pendant 2-3 ans. Je sais qu'un certain nombre de structures ne démarreront à plein pot que dans 2 ans, que d'ici 2 ans. On aura un chômage continu de 40 ou 45% de la population qui habituellement est engagée par cette structure, qui voudra les garder parce qu'elle sait qu'elle aura un métier. On parle des très grands industriels qui normalement exportent. Voilà. Je ne vais pas donner tous les noms, mais ça fait partie aussi du modèle. Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste peut-être une précision par rapport à ce que vous disiez. Effectivement, nous avons un deuxième pan de travail, mais je n'en ai pas parlé puisque ce n'était pas le sujet du jour, sur le fait de veiller à ce que d'une part, les chaînes économiques ne s'arrêtent pas entièrement, autant que faire se peut, ou en tout cas d'accompagner le redémarrage. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'une fois que tout est arrêté, c'est extrêmement compliqué, compte tenu des contraintes de précédents, de besoins, de fournisseurs, etc., de savoir qui va redémarrer en premier, qui va prendre le risque d'aller payer ses salariés alors que les clients potentiellement sont fermés, refaire des stocks, etc. Donc, pour la partie BTP, l'État a effectivement agi pour que les entreprises du BTP aient des endroits pour se fournir. C'est pour ça notamment que les points P ont rouvert, que certains Leroy Merlin ont rouvert, etc., pour permettre aux entreprises, notamment du BTP, de pouvoir travailler. Il y a certains endroits un peu sporadiques où il peut y avoir des difficultés liées à des décisions qui ont été prises localement pour essayer d'interdire des chantiers. Dans ce cas-là, faites-les-nous remonter. On ne peut pas travailler et débloquer des situations si vous ne nous dites pas qu'il y a un problème. Par ailleurs, si vous avez des sujets spécifiques, on a eu des endroits où on a eu des sujets relatifs au transport, par exemple, ou d'autres cas particuliers, signalez-le nous. Dites-nous quelles sont vos difficultés. On travaille actuellement sur l'ensemble des filières, un petit peu par vague, une méthodologie un peu compliquée, mais en gros, l'idée, c'est de voir quels sont les besoins des entreprises pour pouvoir retravailler normalement, pour pouvoir redémarrer normalement. Et si on n'a pas de signalement des entreprises, on ne peut rien faire. Je vous donne juste un exemple pour imager. On a eu des boîtes de transport qui ont dit moi j'arrête et je ne sers plus que les secteurs de la santé et de l'alimentaire qui sont prioritaires. Bon, et donc ils ont dit vous faites de l'électronique, donc vous, je ne transporte pas. Ah oui, sauf que l'entreprise qui faisait de l'électronique, en l'occurrence, faisait des composants pour respirateurs. Donc, du coup, oui. Et donc, du coup, on a pu faire débloquer ces situations-là. Et donc, il est important, si vous avez des difficultés spécifiques, que ça nous soit signalé. Il y a eu des sujets, par exemple, pour les agriculteurs, pour lesquels il y avait des problèmes de transport d'engrais. Bon, voilà, il y a plein de sujets qui peuvent se poser. Comme vous le voyez, il y a autant de sujets que d'entreprises. Signalez-le nous. On est là pour ça. On travaille également sur ces sujets-là avec les préfectures, avec les UD directs, etc., pour essayer de répondre aux différents besoins des entreprises. Mais on ne peut pas l'inventer si personne ne nous prévient. Ouais, je vous remercie. Merci. C'était l'esprit, effectivement. Merci beaucoup. Un dernier petit tour du côté de nos participants. Est-ce que vous avez des questions tant que nous avons encore nos deux intervenants et dans l'attente qu'éventuellement quelqu'un ait une question à poser, je partage une remarque parce qu'on a plusieurs juges consulaires dans nos participants aujourd'hui qui tenaient à rappeler qu'effectivement, en amont de la médiation, il y a aussi la cellule de prévention qui fonctionne dans les tribunaux de commerce et qui a vocation à accompagner et à donner un conseil en amont dans les entreprises qui rencontrent leurs premières difficultés. Donc voilà, je me fais la porte-parole de nos participants juges consulaires qui tenaient à rappeler l'existence de la cellule de prévention. C'est effectivement un dispositif donc, qui existe. Ce qui est important de noter, c'est que les territoires sont maillés par différents dispositifs. Il y a des cellules de prévention. Selon les tribunaux, elles fonctionnent ou pas. Ça dépend justement lié au sujet de confinement. Il y a également les CIP qui sont ouverts en fonction des territoires, qui sont là pour répondre aux entreprises. Il peut y avoir les organisations patronales, comme le MEDEF aussi. Vous pouvez avoir connaissance d'entreprises qui peuvent avoir besoin d'un coup de main et dans ce cas-là, elles peuvent aussi diriger.
vous voyez bien, de toute façon, compte tenu de l'ampleur des difficultés qui sont devant nous, il n'y aura pas de concurrence pour savoir qui arrive à avoir un dossier ou un autre. On va tous être submergés comme on l'est déjà actuellement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à tous les dispositifs existants, mettre les gens en relation. C'est en s'y mettant ensemble qu'on pourra trouver des solutions. Non, mais c'est évident que les juges consulaires vont avoir un rôle énorme à jouer dans les semaines et les mois à venir et qu'ils vont être sollicités notamment par les avocats pour essayer de trouver des solutions pour nos clients. C'est évident. Et que le tribunal de commerce a l'habitude de ce genre de problématiques et a des outils. Absolument. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a respecté notre horaire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Si on a d'autres questions qui nous sont remontées, on se permettra de vous embêter et de venir vous les soumettre par email. Mais encore merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.